Bienvenue dans cette formation sur l'essentiel de la sécurité numérique. Dans cette formation, vous apprendrez à connaître la plupart des menaces du monde numérique et vous découvrirez toutes les informations indispensables à connaître pour sécuriser ces différents équipements informatiques et toutes ces données. Pour ce faire, la formation est composée de 4 grands modules. Dans le premier module d'introduction, nous allons pour commencer faire un focus sur le monde dans lequel nous vivons, un monde hyper connecté où les menaces sont bien réelles. Nous verrons également dans ce module quelques bonnes pratiques très importantes à connaître et à intégrer au plus vite pour éviter de nombreux pièges. Dans le deuxième module, sécuriser son authentification, nous allons nous concentrer sur tous ces aspects d'authentification aux différents comptes que nous possédons. Nous verrons notamment dans ce module l'importance d'avoir des mots de passe forts et quand cela est possible, d'activer la double authentification. Dans le troisième module, sécuriser son matériel informatique, nous verrons les choses à faire pour sécuriser nos différents équipements électroniques, PC, smartphone, tablette, ainsi que les bons usages à appliquer. Enfin, dans le quatrième et dernier module, naviguer en sécurité sur Internet, nous verrons la plupart des risques liés à la navigation sur Internet, comme comment éviter d'infecter son ordinateur par des virus et autres malwares, ou encore comment protéger ses données et sécuriser ses échanges sur Internet. Une fois que vous aurez passé tous les modules que je viens de développer, vous aurez toutes les connaissances nécessaires pour augmenter nettement la sécurisation de vos équipements électroniques et de vos données. Vous le savez probablement déjà, la démocratisation d'Internet a vu un bouleversement des usages du traitement de l'information, que cela soit pour les entreprises ou le grand public. Pour comprendre cette évolution technologique, faisons un petit bond dans le passé. L'informatique grand public s'est largement développée dans les années 80, générant des gains de productivité sans commune mesure. À cette époque, les unités centrales d'IBM devenaient alors incontournables pour les entreprises. Pourtant, la saisie, le traitement et la distribution des données ne se faisaient qu'entre ordinateurs et il était alors nécessaire de déplacer manuellement les informations d'un disque à un autre, et ceci au moyen de bandes ou de disques. En 1996, un système d'information ressemblait à un ensemble de terminaux plus ou moins raccordés, des Minitel et des fax. Internet existait déjà à l'époque sous le nom d'ARPANET, mais il était rarement accessible sur les postes de travail des utilisateurs dans les entreprises. Il était plutôt réservé à certaines entreprises ou encore à des universités privilégiées. À mesure que le grand public s'est équipé de PC, les réseaux de données se développaient et les ordinateurs passaient de boîtiers autonomes à celui de systèmes connectés. Dans les années 90, les sociétés de télécommunications mirent en place de nouvelles lignes de réseau faisant plusieurs fois le tour du monde. Les réseaux devinrent alors des autoroutes mondiales pour le transport de l'information. Avec plus de personnes, d'entreprises et d'informations connectées les unes aux autres grâce au réseau, la voie était désormais toute tracée pour la plus grande des transformations, Internet. On pouvait alors accéder à des données se trouvant à l'extérieur de son PC sur un réseau, ce qui a permis de rapprocher les entreprises les unes des autres. En 30 ans, les choses ont ainsi énormément évolué. Plus récemment, ce sont les objets du quotidien qui sont à leur tour devenus des objets connectés. Les voitures, les avions et autres objets du quotidien comme des montres, frigos, fours, cafetières, vidéosurveillance, etc. Aujourd'hui, notre mode de vie ultra connecté ne peut se passer des objets connectés au sens large. Comme une connexion à un réseau rend possible une intrusion, tous ces équipements sont ainsi susceptibles de subir une attaque. Le fait de multiplier l'interconnexion de notre matériel augmente d'autant la surface d'attaque pour ceux qui voudraient en profiter, nous rendant ainsi beaucoup plus vulnérables. Malgré tout, il est possible de se protéger en suivant la plupart des règles que vous allez découvrir
tout au long de cette formation. Le cyberespace comprend un ensemble d'objets allant des ordinateurs, de la montre connectée au serveur de Google, en passant par les voitures connectées, les pacemakers, etc. Ces objets sont tous développés différemment et se connectent de plusieurs façons au réseau. De plus en plus nombreux, ils sont continuellement enrichis par de nouvelles fonctions et connexions à l'extérieur, les rendant plus utiles au quotidien, mais aussi beaucoup plus vulnérables au risque d'attaque. Ces multiplicités d'objets, de connexions et de réglementations fait qu'il est aujourd'hui difficile d'appliquer un seul modèle de sécurité. Le cyberespace est donc un monde à haut risque d'attaque. Ainsi, dans le cyberespace, nous pouvons tout à chacun être victime d'une attaque. Une cyberattaque étant un acte malveillant envers un dispositif informatique via un réseau cybernétique. Une cyberattaque peut émaner de personnes isolées, d'un groupe de pirates ou plus récemment de vastes organisations ayant des objectifs géopolitiques. Une cyberattaque cible différents dispositifs informatiques, des ordinateurs ou des serveurs, isolés ou en réseau, reliés à Internet ou non, des équipements périphériques tels que des imprimantes ou des appareils communicants, smartphones, tablettes, PC, etc. Comme vous pouvez vous en douter, il existe une multitude de risques liés au cyberespace. Nous allons principalement voir ici les menaces les plus courantes qui touchent les particuliers. Malgré tout, il est également très important de réfléchir à ses usages en tant qu'utilisateur d'équipements informatiques en entreprise. Voyons ainsi immédiatement les principales menaces qui nous guettent lorsque nous naviguons sur Internet. Les chevaux de Troie. Un cheval de Troie n'est peut-être pas un terme avec lequel vous êtes familier. Un cheval de Troie est en fait un programme malveillant qui a l'apparence d'un logiciel légitime ou qui y est intégré. Il s'agit d'un fichier exécutable qui s'installera et sera lancé automatiquement une fois téléchargé. Les conséquences des chevaux de Troie peuvent être les suivants. La suppression de fichiers, l'utilisation de notre ordinateur pour en pirater un autre, nous observer par l'intermédiaire de notre webcam, enregistrer nos frappes de clavier, comme les numéros de carte de crédit entrés pour faire des achats en ligne par exemple, enregistrer les noms d'utilisateurs, les mots de passe et d'autres informations personnelles. Le détournement de domaine. Le détournement de domaine est un type de fraude en ligne. C'est une technique qui consiste à nous diriger vers un site malveillant et illégitime en redirigeant l'adresse d'un site légitime. Même si l'adresse URL est entrée correctement, il peut encore être redirigé vers un faux site. Comme par exemple pour nous faire accéder à un faux site de notre banque pour récupérer notre identifiant et notre mot de passe. Par conséquent, vous pourriez entrer vos informations personnelles et, sans le savoir, les donner à quelqu'un de mal intentionné. Les écoutes électroniques par réseau Wi-Fi. L'écoute électronique par réseau Wi-Fi est une autre méthode employée par les cybercriminels pour obtenir de l'information personnelle. Il s'agit ici, pour un pirate, de réussir à se connecter à notre réseau informatique domestique par l'intermédiaire de notre box Internet. Voilà pourquoi il est important de modifier les paramètres de connexion de votre box et de ne pas laisser les identifiants par défaut. L'hameçonnage ou le phishing. La technique d'hameçonnage est utilisée le plus souvent par des cybercriminels, car elle est facile à exécuter et peut produire les résultats recherchés sans avoir à fournir trop d'efforts. Il s'agit ici de transmettre de faux emails, messages textes et sites web conçus pour avoir exactement la même apparence que ceux des entreprises réelles ou qui semblent être envoyés par de vraies entreprises. Les criminels les envoient pour vous voler vos informations personnelles et financières. Les différentes techniques d'hameçonnage ont comme objectif de vous inciter à fournir aux cybercriminels vos informations. Ces derniers vous demandent de mettre à jour, de valider ou de confirmer votre compte. Les méthodes sont souvent présentées de façon officielle et intimidante pour vous encourager à prendre les mesures nécessaires. L'hameçonnage permet de fournir aux cybercriminels votre nom d'utilisateur et votre
mot de passe afin qu'ils puissent accéder à vos comptes bancaires en ligne, les comptes commerciaux, etc. et voler vos numéros de carte de crédit. Les logiciels espions. Les logiciels espions et publicitaires sont souvent utilisés par des tiers pour s'infiltrer dans un ordinateur. C'est un logiciel qui recueille vos renseignements personnels à votre insu. Ils se présentent souvent sous la forme d'un téléchargement gratuit et sont automatiquement installés avec ou sans votre autorisation. De plus, il est souvent difficile de les supprimer complètement et ils infecteront possiblement votre ordinateur avec de nouveaux virus. Les logiciels espions et publicitaires recueillent ainsi vos informations sans que vous le sachiez et le font ensuite parvenir à des tiers. Ils envoient vos noms d'utilisateurs, vos mots de passe, vos habitudes de navigation, votre liste de contacts, vos applications téléchargées, vos paramètres et même la version de votre système d'exploitation à un tiers. Ils modifient le fonctionnement de votre ordinateur à votre insu et dirigent vers des sites indésirables ou vous inondent d'annonces publicitaires incontrôlables. La mystification. Cette technique est souvent utilisée conjointement avec l'hameçonnage dans le but de vous voler vos informations. Il s'agit ici de la création d'un faux site web ou d'une fausse adresse email pour qu'il ou qu'elle semble provenir d'une source légitime. Une adresse email peut même comprendre votre propre nom ou celui d'une de vos connaissances. Il est ainsi difficile de savoir si l'expéditeur est bien réel. La mystification permet d'envoyer des spams en utilisant votre adresse email ou une variation de votre adresse email à votre liste de contacts. Elle permet de recréer les sites web qui ressemblent aux sites authentiques. Il pourrait s'agir de sites d'institutions financières ou d'autres sites qui exigent de se connecter ou de fournir d'autres informations personnelles. Le piratage. Le piratage est un terme utilisé pour décrire les mesures prises par quelqu'un qui accède à un ordinateur sans l'autorisation du propriétaire. Grâce à la disponibilité d'informations en ligne sur les outils, les techniques et les programmes malveillants, il est assez facile, même pour des gens qui ne sont pas spécialistes, d'entreprendre ce genre d'activité malveillante. Grâce à ce processus de piratage, les cybercriminels réussissent à avoir accès à notre ordinateur. Les pirates informatiques trouvent les failles des paramètres de sécurité et les exploitent afin d'avoir accès à de l'information. Le piratage permet d'installer des chevaux de Troie, offrant ainsi une porte dérobée aux pirates afin qu'ils pénètrent dans l'ordinateur et cherchent les informations intéressantes. Les pourriels. Le pourriel, également très connu sous le nom anglais de spam, est l'une des méthodes les plus courantes tant pour envoyer des informations aux personnes non méfiantes que pour en obtenir. Cette méthode consiste à distribuer en masse des messages non sollicités, comme de la publicité, à des adresses qui peuvent être facilement trouvées sur Internet à travers les sites de réseaux sociaux, entre autres, les sites web d'entreprises et les blogs personnels. Les pourriels sont extrêmement gênants car ils nous importunent avec des emails indésirables, forcent les fournisseurs de services de communication à filtrer les messages électroniques, tentent de nous hameçonner afin d'obtenir certaines de nos informations, permettent aux programmes malveillants, aux escroqueries, à la fraude et aux menaces d'atteindre notre ordinateur. Les programmes malveillants. Les programmes malveillants sont l'une des façons les plus courantes d'infiltrer un ordinateur ou de l'endommager. Un programme malveillant cherche à infecter notre ordinateur avec des virus informatiques, des chevaux de Troie ou encore des logiciels espions et publicitaires. Les programmes malveillants nous intimident avec des logiciels de sécurité non autorisés. Il s'agit habituellement d'un message d'avertissement qui s'affiche précisément pour nous avertir que notre ordinateur rencontre un problème de sécurité ou pour nous donner d'autres renseignements erronés. Les risques sont ici que ces programmes reformatent le disque dur de l'ordinateur touché, entraînant ainsi la perte de toutes les informations qui s'y trouvaient, modifient ou suppriment des fichiers,
vol de l'information de nature délicate, envoient des emails à notre nom, prennent le contrôle de notre ordinateur et de tous les logiciels qui sont en cours de fonctionnement. Les rançongiciels ou ransomware. Un rançongiciel est un type de malware qui restreint l'accès à notre ordinateur ou à nos fichiers et qui affiche un message où l'on exige un paiement afin de retirer la restriction. Les deux principaux vecteurs d'infection semblent être les emails d'hameçonnage contenant des pièces jointes malveillantes et les écrans flash publicitaires sur les sites web. Il existe deux types communs de rançongiciel. Le rançongiciel avec verrouillage de l'écran, il affiche une image et nous empêche d'accéder à notre ordinateur. Le rançongiciel avec chiffrement, il chiffre les fichiers sur le lecteur disque dur de notre système et parfois ceux qui sont stockés dans les lecteurs réseau partagés, les dispositifs de stockage USB, les disques durs externes et même certains systèmes de stockage cloud. Le rançongiciel affichera un avis indiquant que nos données ou notre ordinateur ont été verrouillés et exige que nous effectuions un paiement afin de récupérer l'accès. Parfois, l'avis indique que les autorités ont détecté une activité illégale sur notre ordinateur et que le paiement constitue une amende destinée à éviter des poursuites. Quoi qu'il arrive, si vous êtes victime de ce type d'attaque, ne payez pas la rançon. Ces menaces sont destinées à vous effrayer et à vous intimider et ne proviennent pas d'un organisme d'application de la loi. Même si vous envoyez un paiement, rien ne garantit que vous récupériez l'accès à votre système et à vos données. Si votre ordinateur a été infecté, c'est-à-dire que vous êtes dans l'impossibilité d'y accéder ou que vos fichiers ont été chiffrés, communiquez avec un technicien ou un spécialiste informatique de bonne réputation afin de savoir si votre ordinateur peut être réparé ou si vos données peuvent être récupérées. Afin de réduire les impacts d'une infection par rançongiciel, assurez-vous de faire une copie de sécurité de vos données sur un lecteur amovible externe de stockage. Il est possible que vos données demeurent inaccessibles, alors une copie de sécurité pourrait s'avérer être d'une très grande utilité et valeur. Les réseaux de zombies. Si vous n'avez jamais entendu parler de réseaux de zombies, c'est probablement car ils passent souvent inaperçus. Les réseaux de zombies sont un ensemble de robots web ou de robots qui créent une armée d'ordinateurs affectés appelés zombies et qu'ils sont contrôlés à distance par l'initiateur. Votre ordinateur en fait peut-être partie sans que vous le sachiez. Les vers informatiques. Les vers informatiques sont une menace courante pour les ordinateurs et pour l'utilisation d'Internet dans son ensemble. Un vers informatique, contrairement à un virus, travaille seul sans avoir à se joindre à des fichiers ou des programmes. Il vit dans la mémoire de votre ordinateur, n'endommage pas ou ne modifie pas le disque dur et se propage en s'envoyant lui-même à d'autres ordinateurs en réseau, que ce soit au sein d'une entreprise ou d'Internet. Les risques étant qu'il se propage à chaque personne dans votre liste de contacts, ou encore qu'il provoque d'énormes dégâts en éteignant certaines composantes d'Internet, en faisant des ravages sur un réseau interne ou en causant aux entreprises touchées des pertes énormes de revenus. Les virus. La plupart des gens ont déjà entendu parler de virus informatiques, mais peu savent exactement ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Il s'agit de programmes informatiques malveillants qui sont souvent envoyés en pièces jointes par email ou par l'intermédiaire d'un téléchargement. Les virus tentent d'infecter notre ordinateur ainsi que les ordinateurs de chacune des personnes apparaissant dans votre liste de contacts. Le simple fait de visiter un site peut lancer le téléchargement automatique d'un virus. Les risques liés au virus sont nombreux, comme de transmettre des pourriels, spam, fournir aux criminels l'accès à votre ordinateur et à votre liste de contacts, récupérer nos informations personnelles sur notre ordinateur, par exemple nos mots de passe, pirater notre navigateur Internet, désactiver nos paramètres de sécurité, afficher des publicités indésirables, etc. Alors, comment savoir si son ordinateur a été infecté ?
quels sont les points à vérifier. Si vous remarquez que votre ordinateur prend plus de temps à démarrer, qu'il redémarre par lui-même ou ne démarre simplement pas, que votre ordinateur prend beaucoup de temps à lancer un programme, vous remarquez que certains de vos fichiers et données ont disparu, ou encore que votre système et les programmes plantent constamment, que la page d'accueil au lancement de votre navigateur n'est plus la même, que les pages web prennent du temps à se charger, que les programmes sont exécutés sans votre contrôle, ou encore si vous remarquez l'un de ces symptômes, assurez-vous que votre logiciel de sécurité ou antivirus soit à jour et lancez-le pour vérifier si un virus a infecté votre système. Si rien n'a été trouvé ou si vous n'êtes pas certain de ce qu'il faut faire, n'hésitez pas à demander de l'aide auprès d'un professionnel. Nous avons maintenant vu les menaces les plus courantes qui pèsent sur nous dans le cyberespace. Le fait de les connaître vous permettra déjà d'améliorer votre vigilance. Comme vous le voyez, ces menaces sont nombreuses et évoluent sans cesse. Alors tâchez toujours de bien réfléchir lorsque vous utilisez un équipement informatique afin d'éviter de tomber dans l'un de ces pièges. Avant de rentrer pleinement dans les détails de sécurité numérique, voyons immédiatement les bonnes pratiques qu'il est important d'acquérir au plus vite pour limiter les risques liés au cyberespace. Premièrement, bien choisir ses mots de passe. Un mot de passe est un outil d'authentification utilisé notamment pour accéder à un équipement numérique et à ses données ou encore pour accéder à des espaces en ligne comme l'interface de gestion de son compte bancaire en ligne. Pour bien protéger nos informations, il est ainsi primordial de choisir des mots de passe difficiles à retrouver. Nous verrons notamment dans le chapitre suivant comment définir des mots de passe forts et les garder en lieu sûr. Deuxième point, mettre à jour ses systèmes et logiciels. Dans chaque système d'exploitation, Android, iOS, macOS, Linux, Windows, etc., logiciels ou applications, des vulnérabilités existent. Une fois découvertes par les éditeurs de systèmes d'exploitation ou de logiciels, elles sont corrigées et sont alors proposées aux utilisateurs par l'intermédiaire des mises à jour de sécurité. Sachant que bon nombre d'utilisateurs ne procèdent pas à ces mises à jour, les attaquants exploitent ces vulnérabilités pour mener à bien leurs opérations de piratage, et ce, encore longtemps après la découverte de ces failles et de leur correction. Troisième point, sauvegarder régulièrement ces données. Pour veiller à la sécurité de ces données, il est fortement conseillé d'effectuer des sauvegardes régulières, quotidiennes ou hebdomadaires par exemple. Cela nous permet alors d'avoir nos données en lieu sûr afin de pouvoir simplement et rapidement les retrouver suite à un dysfonctionnement de notre système d'exploitation ou encore à une attaque. Quatrième point, sécuriser l'accès Wi-Fi de son domicile. Bien que l'utilisation d'un accès filaire à sa box et son ordinateur reste plus sécurisée et plus performante, il faut avouer que l'utilisation du Wi-Fi est très pratique pour naviguer sur Internet. Cependant, il ne faut pas oublier qu'un réseau Wi-Fi mal sécurisé peut permettre à des personnes d'intercepter vos données et d'utiliser la connexion Wi-Fi à votre insu pour réaliser des opérations malveillantes et mal intentionnées. Voilà pourquoi il est important au minimum de modifier le code d'accès par défaut de sa box Internet et de définir un mot de passe fort. Cinquième point, être prudent avec l'utilisation de sa messagerie. Les différents emails et leurs pièces jointes que nous pouvons recevoir jouent souvent un rôle central dans la réalisation des attaques informatiques, comme la réception des emails frauduleux, de pièces jointes piégées, etc. Voilà pourquoi il faut être extrêmement vigilant lors de l'usage de sa messagerie. Nous verrons notamment plus tard les précautions à prendre pour éviter de tomber dans les pièges associés à notre messagerie. Sixième point, télécharger ces programmes sur les sites officiels des éditeurs. Si vous téléchargez des logiciels ou des applications sur des sites internet dont la confiance n'est pas assurée, vous prenez le risque d'enregistrer sur votre ordinateur des programmes ne pouvant pas être mis à jour,
qui, le plus souvent, contiennent des virus ou des chevaux de Troie. Cela peut ainsi permettre à des personnes malveillantes de prendre la main sur votre machine à distance pour espionner les actions réalisées sur votre ordinateur, voler vos données personnelles ou encore pour lancer des attaques depuis votre machine. Septième point, être vigilant lors d'un paiement sur Internet. Lorsque vous réalisez des achats sur Internet via votre ordinateur ou votre smartphone, vos coordonnées bancaires sont susceptibles d'être interceptées par des attaques directement sur votre ordinateur ou dans les fichiers du site marchand. Ainsi, avant d'effectuer un paiement en ligne, il est nécessaire de procéder à des vérifications sur le site internet, comme la présence d'un cadenas et que la mention HTTPS soit bien présente sur le site en question. Nous verrons notamment cet aspect plus en détail plus tard dans la formation. Huitième point, séparer les usages personnels des usages professionnels. Les usages et les mesures de sécurité sont différents sur les équipements de communication personnelle et professionnelle. En effet, il est recommandé de ne pas utiliser les mêmes appareils pour le travail et sa vie privée. Par exemple, ne pas utiliser son ordinateur de travail pour réaliser des actions personnelles ou encore laisser cet ordinateur à la portée de ses enfants, qui pourraient, sans le vouloir, supprimer des données professionnelles ou encore éviter d'utiliser son smartphone personnel pour réaliser des tâches professionnelles. Ainsi, séparez vos usages personnels de vos usages professionnels en évitant le plus possible de faire suivre vos messages électroniques sur des services de messagerie utilisés à des fins personnelles, héberger vos données professionnelles sur vos équipements personnels, clés USB, téléphone, etc., ou sur des moyens personnels de stockage en ligne, ou encore de connecter des supports amovibles personnels, clés USB, disques durs, aux ordinateurs de l'entreprise. Si vous n'appliquez pas ces bonnes pratiques, vous prenez le risque que des personnes malveillantes volent des informations sensibles de votre entreprise ou vos propres informations. Neuvième point, prendre soin de ses informations pro-perso et de son identité numérique. Les données que nous laissons sur Internet nous échappent instantanément, comme par exemple lorsque vous spécifiez des informations sur des sites de réseaux sociaux comme Facebook ou LinkedIn. Des personnes malveillantes peuvent ainsi utiliser l'ingénierie sociale pour vous piéger. Par exemple, ils peuvent avec cette méthode récolter vos informations personnelles, le plus souvent frauduleusement et à votre insu, afin de déduire vos mots de passe et ainsi accéder à votre ordinateur ou encore votre messagerie. Dans ce contexte, soyez prudent lors de la diffusion d'informations personnelles sur Internet, notamment lorsque vous êtes amené à remplir des formulaires. Ne transmettez que les informations strictement nécessaires. Pensez à décocher les cases qui autoriseraient le site à conserver ou à partager vos données. Ne donnez accès qu'à un minimum d'informations personnelles et professionnelles sur les réseaux sociaux. Et soyez vigilant lors de vos interactions avec les autres utilisateurs. Pensez à régulièrement vérifier vos paramètres de sécurité et de confidentialité. Enfin, n'hésitez pas à utiliser plusieurs adresses électroniques dédiées à vos différentes activités sur Internet. Une adresse réservée aux activités dites sérieuses, banque, recherche d'emploi, activités professionnelles, etc. Et une adresse destinée aux autres services en ligne, forums, jeux concours, etc. Enfin, pour terminer, je vous propose de revoir les points développés d'une façon plus décalée avec la vidéo du youtubeur Micode. Vous trouverez le lien vers la vidéo depuis la fiche de cours disponible en téléchargement. Dans cette vidéo, qui a été récompensée lors du Forum international de la cybersécurité, Micode vous spécifie tout ce qu'il faut faire si vous voulez vous faire pirater. L'authentification est une procédure indispensable car elle permet pour un système informatique de vérifier l'identité d'une personne ou d'un ordinateur et d'autoriser l'accès à cette personne à des ressources, comme accéder au système d'exploitation de son ordinateur, à des applications ou encore d'accéder à un lecteur réseau par exemple. L'identification permet de connaître l'identité d'une entité
alors que l'authentification permet de vérifier l'identité. Les protocoles d'authentification décrivent les interactions entre un prouveur et un vérifieur, et les messages permettant de prouver l'identité d'une entité. Par ailleurs, on parle d'authentification unique lorsqu'un utilisateur n'a besoin de procéder qu'à une seule authentification pour accéder à plusieurs applications informatiques. Enfin, au-delà du contrôle d'accès, le principe d'authentification permet d'assurer plusieurs contrôles comme l'imputabilité, apporter la preuve de qui a fait quoi et la traçabilité des actions, qui concerne ici la conservation d'un historique. Comme vous devez le savoir sans vous en rendre compte, il existe une multitude de modes d'authentification. Il est possible de rencontrer de nombreux facteurs d'authentification. Une information connue comme un mot de passe, utiliser un objet comme une carte à puce, utiliser quelque chose qui nous est propre avec des données biométriques comme nos empreintes digitales ou une reconnaissance faciale ou de l'iris. Ou il est également courant de s'authentifier avec quelque chose que nous pouvons produire comme des gestes par exemple. À savoir que d'autres facteurs d'authentification peuvent parfois être utilisés comme les contraintes temporelles ou les capacités de localisation. Il est notamment possible de distinguer deux grandes familles de protocoles d'authentification. L'authentification simple, un seul facteur d'authentification est en jeu, comme par exemple renseigner un identifiant et un mot de passe, qui est un facteur d'authentification de connaissance. Et l'authentification forte. Dans ce cas, il faut fournir au minimum deux facteurs d'authentification, comme par exemple un facteur de connaissance cumulé avec un facteur de possession. De nos jours, il est courant de devoir fournir un mot de passe et par la suite de devoir spécifier un code reçu par SMS, par exemple. Cela est notamment très utilisé avec les banques pour confirmer un achat. Retenez bien que l'authentification consiste à apporter la preuve de votre identité. Il existe, comme nous venons de le voir, de nombreuses façons pour prouver notre identité auprès d'un système. Moyens qui sont connus sous le nom de facteurs d'authentification. Le mot de passe est au cœur de la sécurité de nombreux systèmes et encore souvent le seul mécanisme de protection. L'objectif principal de l'authentification par mot de passe est de pouvoir vérifier l'identité d'un utilisateur avant de lui donner accès à des informations comme accéder aux mails présents dans sa messagerie, par exemple. Il s'agit d'une preuve d'identité par ce que l'on sait, par contraste avec des méthodes d'authentification se basant sur ce que l'on est, empreinte digitale, iris, voix, ou ce que l'on possède, par exemple une carte à puce ou un jeton cryptographique, par exemple. Évidemment, si le contexte le justifie, il est possible de combiner l'authentification par mot de passe avec un autre facteur d'authentification pour augmenter le niveau de sécurité globale. Dans ce cas-là, l'authentification sera considérée comme réussie si et seulement si chacune des méthodes d'authentification individuelle est validée. En pratique, on commence par déclarer son identité, le login ou l'identifiant, et ensuite l'utilisateur doit renseigner le mot de passe correspondant. Pour qu'il soit sûr, le mot de passe doit être suffisamment imprévisible pour qu'il ne puisse pas être deviné par l'adversaire en utilisant un générateur de dictionnaire ciblé sur la personne, par exemple. Oubliez donc immédiatement l'utilisation de mots de passe comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, AZERTY, votre date de naissance ou encore le nom de votre animal de compagnie. Alors, qu'est-ce qu'un mot de passe sécurisé ? D'après les recommandations de la CNIL à propos des mots de passe, un bon mot de passe est constitué d'au moins 12 caractères et devrait contenir 3 types de caractères différents. Minuscules, majuscules, chiffres, caractères spéciaux comme une virgule, un tiret, un point, une parenthèse, etc. Voici notamment un exemple de mot de passe fort à ma droite. Idéalement, il faut utiliser un mot de passe différent pour chaque site ou service web.
Cependant, comme vous vous en doutez, nous avons ici un autre problème. Comment mémoriser des mots de passe aussi complexes sans les noter dans un carnet? Ne vous inquiétez pas, il existe plusieurs solutions ou méthodes pour mémoriser ou stocker ces mots de passe de façon sécurisée. Ainsi, pour vous aider dans cette démarche, voyons dans la vidéo suivante 2 méthodes pour gérer efficacement et de façon sécurisée ces mots de passe. Il existe de nombreuses méthodes de mémorisation pour gérer des mots de passe complexes. Vous trouverez notamment la plupart de ces méthodes dans la fiche de cours disponible en téléchargement. Personnellement, j'aime beaucoup la méthode de mémorisation qui consiste à utiliser la même suite complexe. Par exemple, utiliser la suite présente à ma droite et ajouter au début ou à la fin de cette suite les 2 premières lettres du site ou du service pour lequel vous avez besoin d'un mot de passe. Par exemple, pour le site Le Bon Coin, je vais prendre les 2 premières lettres du site, à savoir L et E, et les placer à la fin de ma suite complexe. J'aurai ainsi le mot de passe suivant. Pour un mot de passe avec l'application Evernote, j'aurai alors la même suite, mais avec les lettres E et V à la fin de la suite complexe. À vous maintenant de définir la suite complexe de votre choix. Comme vous avez pu le constater, la méthode de mémorisation que nous avons vue précédemment est extrêmement efficace. Cependant, vous verrez à l'usage que cela ne fonctionne pas toujours. En effet, certains sites internet n'autorisent pas de caractères spéciaux ou n'autorisent que des chiffres, par exemple. Ce qui ne nous permet pas d'utiliser une méthode de mémorisation pour tous les sites internet. Ainsi, une autre solution qui peut être la plus pratique est de déléguer à un logiciel la mémorisation de ces mots de passe. Cependant, il est ici préférable d'avoir une solution fiable et sécurisée et surtout libre de droit. Cette solution existe et elle se nomme KeePass. Ce logiciel vous permet de gérer tous vos mots de passe dans un coffre-fort. Vous n'avez alors qu'à vous souvenir d'un seul mot de passe fort, qu'on appelle aussi le mot de passe maître, pour accéder à l'ensemble de vos mots de passe. De plus, cette solution permet de créer des mots de passe complexes très simplement. Évidemment, si vous utilisez cette solution, il ne faut pas perdre ou casser l'ordinateur sur lequel est installé ce logiciel. Auquel cas, vous risquez de perdre tous vos mots de passe. Malgré tout, vous pouvez faire une copie de cette base de données et la mettre dans un autre lieu sûr. Concernant des logiciels, il existe également des services cloud comme Dashlane et OnePassword qui proposent de stocker et gérer vos mots de passe dans un coffre-fort sécurisé en ligne. A priori, ces solutions sont fiables, mais personnellement, tout comme l'ANSI et la CNIL, je ne vous recommande pas ces solutions qui nous poussent à confier la gestion de nos mots de passe à un tiers. Cependant, ces méthodes semblent sûres et il faut l'avouer, simples à utiliser et permet de stocker et d'utiliser simplement des mots de passe complexes. Vous pouvez également utiliser la solution Bitwarden qui est une solution open source qui est probablement le juste milieu entre KeePass et des solutions comme Dashlane et OnePassword par exemple. À vous ici de choisir l'option qui vous paraît la plus pertinente pour vous. Comme nous venons de le voir, l'utilisation de mots de passe est aujourd'hui très répandue. En effet, c'est le mode d'authentification qui est le plus simple à mettre en place pour gérer la plupart de nos services. Mais utiliser un mot de passe n'est pas exempt de risque. Le principal risque lié au mot de passe est la divulgation. En effet, un mot de passe est un élément que vous seul devez connaître, car celui-ci conditionne l'accès à vos données. Le risque ici étant qu'un tiers qui a connaissance de votre mot de passe pourrait en faire un usage malveillant. Autre aspect, évitez de faire preuve de négligence avec vos mots de passe, comme par exemple en utilisant un mot de passe faible comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, AZERTY, votre date de naissance, etc. De plus, évitez de noter vos mots de passe sur un support simplement accessible
comme des post-it sous votre clavier ou encore un carnet de notes dans le tiroir de votre bureau ou encore un carnet de notes dans le tiroir de votre bureau par exemple. Évitez également la diffusion de vos mots de passe à des tiers comme à un collègue ou à un ami, que cela soit oralement, par écrit ou encore depuis le message d'un email. Évitez également de vous authentifier sur des équipements qui ne sont pas à vous, ordinateur, smartphone, etc. Et évitez également de vous connecter sur Internet à des services qui ne possèdent pas de protocole de sécurité en vérifiant la présence d'un cadenas et ou de la mention HTTPS. Si possible, évitez également d'enregistrer vos mots de passe sur votre navigateur. Privilégiez plutôt l'utilisation d'un coffre-fort numérique comme le logiciel KeePass. Enfin, soyez vigilants aux attaques que nous avons vues dans le chapitre précédent, à savoir répondre à un mail frauduleux d'hameçonnage, de phishing, une attaque par ingénierie sociale, utilisation des données que vous avez laissées sur Internet par exemple, une attaque par force brute ou divulgation d'une base de données de mots de passe sur un site mal sécurisé. Comme nous l'avons vu précédemment, il existe de nombreux facteurs d'authentification. De nos jours, de nombreuses applications ou services proposent d'utiliser une authentification forte avec la double authentification. Je vous recommande d'activer cette méthode d'authentification dès qu'un service vous le propose. D'autant plus si vous stockez beaucoup de vos données sur certains services ou des services critiques comme la messagerie. En effet, c'est notamment le service à sécuriser en priorité car c'est les services les plus attaqués par les pirates. Par exemple, si vous avez un compte de messagerie Gmail de Google, sécurisez-le avec la double authentification. Si un pirate récupère votre mot de passe, il ne pourra alors pas se connecter sans avoir le deuxième facteur d'authentification, comme un code reçu par SMS par exemple. Alors, quand cela est possible, tâchez d'activer au plus vite cette fonctionnalité de sécurité. Quel que soit notre appareil électronique, PC, smartphone ou encore tablette, ces équipements disposent d'options de paramétrage qui vont influencer leur fonctionnement. Si certains paramètres sont des options proposées par l'appareil à son démarrage, d'autres en revanche ne sont modifiables que par nous. En effet, lors du premier démarrage d'un nouvel appareil, plusieurs options de configuration nous sont proposées. Mais l'appareil nous incite généralement fortement d'adopter des paramètres par défaut correspondant aux standards du concepteur du produit via les différentes fenêtres et les fameux boutons suivants ou encore accepter. Il est cependant important de noter que contrairement à ce que l'éditeur nous encourage de faire, il est fortement conseillé de lire et de personnaliser certains paramètres en cliquant sur une option de menu de type avancé ou personnalisation. Création d'un compte. Lors de ce fameux premier démarrage, le premier choix proposé est généralement celui de la création d'un compte. Ce compte représente l'identité de l'utilisateur sur l'appareil, mais aussi parfois une identité que nous allons utiliser sur Internet avec l'utilisation de services en ligne. Ce compte pourra par exemple être lié à une carte de paiement pour télécharger des applications ou du contenu multimédia, ou encore pour stocker ou consulter des données hébergées sur un espace de stockage de type cloud. Notez qu'il est cependant préférable de créer un compte local à l'appareil pour éviter d'être complètement dépendant de l'éditeur si les services en ligne complémentaires ne sont pas nécessaires. C'est notamment un choix pertinent pour les ordinateurs fixes et portables. Cela est cependant plus compliqué avec des smartphones ou des tablettes. Ainsi, dès que vous débutez avec un nouvel équipement, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux différents paramètres de la machine en question et de le personnaliser à votre goût. De plus, rien ne vous empêche de le faire dès maintenant sur les équipements que vous utilisez déjà pour vérifier si vous êtes bien en accord avec les paramètres déjà établis.
Comme nous l'avons vu lors du chapitre Sécuriser son authentification, nous devons généralement, pour accéder à un système, nous authentifier par l'intermédiaire d'un identifiant et d'un mot de passe pour un ordinateur ou encore avec un code PIN pour un smartphone par exemple. En complément de ces méthodes traditionnelles comme le mot de passe ou un code PIN, il est aujourd'hui possible en complément de nous authentifier avec d'autres mécanismes comme reproduire un dessin, la reconnaissance faciale, la reconnaissance par empreinte digitale ou encore celui de l'iris. Certaines de ces méthodes sont généralement disponibles sur nos smartphones et plus rarement sur les ordinateurs fixes ou portables actuellement. Lorsque ces mécanismes sont disponibles, il est intéressant de les mettre en œuvre puisqu'elles permettent de définir un mot de passe fort. De plus, ces méthodes sont plus adaptées à un usage courant car ils sont plus simples à utiliser que le fait de retenir un mot de passe, alors pourquoi s'en priver ? Ces méthodes biométriques doivent être vues comme un moyen de déverrouillage venant en complément de l'authentification et pouvant être plus adaptées à certains usages. Malgré tout, elles ne représentent pas de garantie absolue de sécurité. En effet, comme tout mécanisme, ces systèmes ne sont pas infaillibles et peuvent être leurrés par des attaquants. Dans le cas où un équipement se déverrouille par l'intermédiaire d'un mot de passe, pensez, comme nous l'avons vu précédemment, d'utiliser un mot de passe fort. Dans le cas d'un code PIN, qui ne propose que 4 caractères, évitez de spécifier des séquences de chiffres trop simples comme 4x0 ou encore 1, 2, 3, 4. N'oubliez pas que ces mécanismes protègent l'accès à vos documents, à votre messagerie ou encore aux services en ligne et aux moyens de paiement associés à votre compte. Il est donc important de prendre des mesures nécessaires pour sécuriser vos équipements avec des mécanismes de protection adaptés. Concernant les nomades, à savoir si vous êtes une personne qui voyage régulièrement, évitez le plus possible de recharger vos équipements, smartphones, tablettes, ordinateurs portables, depuis des bornes de recharge publiques comme dans un aéroport par exemple. En effet, il existe des dispositifs qui permettent de se connecter à votre équipement alors que ceux-ci sont simplement connectés par l'intermédiaire de la prise de courant. Dans ce cas, privilégiez l'utilisation d'un appareil comme une batterie externe, powerbank, pour recharger vos équipements en toute sécurité. Tous les logiciels installés sur un ordinateur ont besoin tôt ou tard de mise à jour. Ne pas les faire ou les remettre à plus tard représente un risque important à la fois pour la sécurité de votre ordinateur et de la plupart de vos données personnelles, documents, mots de passe, etc. Cependant, c'est un aspect qui est généralement négligé par une bonne partie des utilisateurs qui oublient ou ne prennent pas le temps ou encore ne voient pas l'intérêt de faire les mises à jour des différents logiciels et systèmes de leur équipement électronique. Mais à quoi servent les mises à jour ? Les mises à jour consistent à déployer vers les utilisateurs d'un logiciel les différents changements effectués. Ces changements sont ainsi généralement appliqués en téléchargeant une nouvelle version du logiciel en question. Les mises à jour jouent un rôle très important dans la protection de nos équipements numériques, car elles permettent de réparer des erreurs ou combler des failles de sécurité. Elles nous permettent aussi de profiter des dernières nouveautés apportées au logiciel, de nouvelles fonctionnalités et parfois d'une amélioration du design et de l'ergonomie. Qu'est-ce qui est concerné par des mises à jour en informatique ? En informatique, presque tout ce que vous utilisez est concerné par l'application de mise à jour. Sur votre smartphone ou tablette, vous devez veiller à ce que toutes vos applications mobiles et votre système d'exploitation, Android, iOS, soient à jour. Sur votre ordinateur, c'est votre système d'exploitation, Windows, macOS, Linux, votre navigateur, Chrome, Edge, Firefox, vos logiciels de musique et vidéo, et tout ce que vous pourriez avoir installé vous-même qui doit être mis à jour. Aujourd'hui, la plupart des mises à jour se font automatiquement et souvent sans que nous nous en rendions compte. Dès que nous nous connectons à Internet, les mises à jour sont envoyées au logiciel et la mise à jour se fait en tâche de fond. Si vous êtes sous Windows, sachez que toutes les mises à jour Windows
corrigeront votre système d'exploitation, bien sûr, mais aussi les logiciels Microsoft, Office, Edge, OneDrive, Paint, Windows Media Player, etc. En effet, notez qu'un système d'exploitation a une durée de vie pendant laquelle son éditeur s'engage à le maintenir à jour, à corriger les erreurs, y compris les failles de sécurité dont il a la connaissance. Cependant, pour des raisons économiques, il est impossible de maintenir indéfiniment des systèmes. Ainsi, sur certains systèmes qui ne sont plus maintenus par les éditeurs car trop anciens, de nouvelles failles sont régulièrement découvertes sans pour autant qu'elles soient corrigées. Comme nous avons pu voir précédemment dans la première partie, les risques de sécurité sont alors majeurs pour ce type de système. Concernant un poste sur Windows, celui-ci nous prévient généralement avant l'application d'une mise à jour sur notre système. Vous n'avez donc rien à faire hormis le laisser faire. Si vous voulez vérifier qu'il est bien à jour, vous pouvez vous rendre dans Windows Update et vérifier que tout est bien à jour. Il vous est peut-être déjà arrivé d'obtenir une clé USB en cadeau lors d'un salon, d'une conférence ou encore d'en trouver une égarée dans la rue. De plus, il vous est peut-être arrivé de connecter à votre ordinateur un périphérique USB en apparence inoffensif, comme un smartphone, un ventilateur USB, un tapis de souris chauffant pour son café, une mini-lampe USB, etc. Cependant, avez-vous imaginé que ces périphériques pourraient être piégés et que la simple action de les brancher pourrait avoir des conséquences sur la sécurité de votre ordinateur ? En effet, il est de nos jours de plus en plus courant de trouver des cas de piratage par l'intermédiaire d'un support amovible passant par un port USB. Pour éviter cela, voyons les bons réflexes à acquérir concernant les périphériques amovibles. Alors, quels sont les risques de connecter un périphérique malveillant ? Pour commencer, il est important de savoir qu'un périphérique amovible USB, comme une clé USB, contient un microcontrôleur USB programmé par le micro-logiciel, plus connu sous le nom de firmware, qu'il intègre. Ce micro-logiciel, qui est généralement peu ou pas protégé, peut parfois être modifié de manière à ce que le comportement du périphérique USB soit détourné de son rôle d'origine. Des experts en sécurité ont ainsi montré qu'il est possible de modifier le périphérique de stockage USB afin qu'il se comporte comme un clavier et qu'il exécute ainsi automatiquement des commandes sur l'ordinateur auquel il est connecté. Un périphérique reprogrammé comme ceci, comme avec une simple clé USB, pourrait effectuer plusieurs attaques, comme par exemple télécharger et exécuter du contenu malveillant, reprogrammer d'autres périphériques USB connectés à l'ordinateur, compromettre la chaîne de démarrage de l'ordinateur pour piéger le système au plus bas niveau, enregistrer et stocker toutes les commandes que nous pouvons taper sur notre clavier et récupérer ainsi simplement nos identifiants et nos mots de passe, etc. La compromission de son ordinateur par des périphériques USB malveillants passe souvent inaperçue. De plus, notez que la mise en œuvre d'une telle attaque est à la portée d'attaquants disposant de peu de moyens et d'un niveau de compétence modéré. Aujourd'hui, il n'est pas spécialement simple de protéger son ordinateur personnel contre ce type d'attaque. Ainsi, à défaut de pouvoir protéger votre ordinateur contre ce type d'attaque, méfiez-vous fortement des périphériques amovibles offerts ou trouvés. Pour terminer ce chapitre, jetons un coup d'œil sur l'importance de séparer les usages numériques, personnels et professionnels. En effet, la séparation des usages est l'un des concepts de base de la sécurité informatique. La cohabitation des usages peut poser de graves problèmes en matière de sécurité numérique. Par exemple, lors de la perte ou du vol d'un équipement professionnel, comme un smartphone ou un PC portable, vous risquez alors de faire fuiter des données de l'entreprise. Ce principe s'applique également à l'utilisation des périphériques amovibles. En effet, pour limiter ce risque, il est recommandé de séparer les usages personnels de ces usages professionnels en n'hébergeant pas de données professionnelles sur ces équipements personnels,
clé USB, disque dur externe, smartphone, etc. Ou encore sur des moyens de stockage en ligne de type cloud. Si nous n'appliquons pas ces bonnes pratiques de séparation des usages, nous prenons le risque que des personnes malveillantes voient à notre insu des informations sensibles de notre entreprise après avoir réussi à prendre le contrôle de l'un de nos équipements personnels. Ou à l'inverse, qu'un attaquant interne à notre entreprise prenne connaissance des échanges privés stockés sur l'un de nos équipements comme notre smartphone par exemple. Autre cas représentatif de ce genre de situation, ne laissez pas d'autres personnes que vous utiliser votre ordinateur professionnel. Comme par exemple, laissez l'un de vos enfants utiliser votre ordinateur et que celui-ci télécharge par erreur un logiciel malveillant et que cela participe à la perte ou la fuite de certaines de vos données professionnelles. Afin de protéger vos données et celles de l'entreprise où vous travaillez, il est important de suivre les consignes internes de votre entreprise. Pour clarifier l'utilisation des équipements personnels, certaines entreprises définissent des bonnes pratiques de sécurité numérique dans une charte spécifique. Cette charte peut ainsi interdire de raccorder directement son poste personnel au réseau de l'entreprise. Quoi qu'il arrive, retenez que de manière générale, avec ou sans charte, il est conseillé de séparer les usages professionnels et personnels. Avant de nous intéresser aux différentes cyber-malveillances auxquelles chacun peut être confronté dans ses usages d'Internet, nous allons revoir ensemble son fonctionnement. Afficher les résultats d'un moteur de recherche, jouer à des jeux vidéo en ligne, envoyer des emails, réaliser des sessions de visioconférence avec un ami à l'autre bout du monde. Comme vous le voyez, les usages avec Internet sont nombreux et variés. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment tous ces mots, images, sons arrivent jusqu'à votre box d'accès à Internet? Évidemment, tout cela n'est pas magique. En effet, la navigation sur Internet repose sur une architecture appelée client-serveur. Il s'agit de nos jours du mode de fonctionnement le plus courant en informatique. Les clients envoient leurs demandes au serveur qui envoie à son tour une réponse à ces demandes. Ils sont ainsi tour à tour émetteurs et récepteurs de messages. Un utilisateur, le client, se sert, comme vous le savez, d'un navigateur. Chrome, Firefox, Edge, Opera, etc. Pour demander un service à un serveur, une page web, l'envoi ou la réception d'un message, etc. Votre ordinateur est capable d'interroger simultanément de nombreux serveurs. C'est ce qui se passe lorsque vous êtes connecté sur le web et que vous consultez simultanément votre messagerie et que vous regardez une vidéo sur YouTube qui sont hébergées sur Internet. En effet, sur Internet, différents services vous sont proposés dans le World Wide Web, qui permet de naviguer d'un site à un autre. Pour assurer le transit des données entre l'émetteur et le récepteur, celles-ci sont découpées en paquets. Ces paquets se composent d'une partie de la donnée que l'émetteur souhaite transmettre, à laquelle sont ajoutées des informations relatives à son transport, telles que l'adresse IP du destinataire, qui est en quelque sorte un numéro d'identification de son ordinateur sur le réseau. Pour illustrer ce fonctionnement, prenons l'exemple de l'affichage d'une page web et comparons-la au transport d'un courrier postal sur un réseau routier. Le point de départ est la box Internet du domicile et le point d'arrivée est le serveur hébergeant les éléments du site à afficher. Lors d'un clic sur le lien hypertexte menant à la page web, une requête est envoyée sur le réseau sous la forme de paquets. Cette requête part de la box vers le réseau de l'opérateur et circule à travers de nombreux routeurs appartenant à différents opérateurs. Les routeurs se basent sur l'adresse IP du serveur web comparable à une adresse postale pour acheminer les paquets jusqu'au lieu physique dans lequel est hébergé le serveur de destination. Une fois que le serveur reçoit le paquet, il le lit et renvoie le contenu demandé, texte, images et liens du site web. Tout comme le courrier postal, la réponse du serveur peut suivre un tout autre chemin que la demande initiale.
Tout comme sur la route, il y a des règles à suivre pour circuler. Ces règles correspondent au protocole, notamment la suite de protocoles TCP/IP. Comme nous l'avons vu précédemment, Internet est un endroit riche de contenu où se présentent de nombreuses opportunités, découvertes et échanges, mais dans lequel la prudence reste de mise. Quel que soit le navigateur utilisé, il est important de bien savoir s'en servir et d'être capable de réagir aux différents messages qui s'affichent à l'écran. Nous avons notamment vu qu'il est également indispensable de maintenir à jour ses logiciels et notamment son navigateur pour éviter qu'un pirate exploite une vulnérabilité. Voyons maintenant comment protéger ces données sur Internet, notamment en prenant des mesures pour limiter son exposition aux menaces. Mais pour commencer, voyons un petit rappel sur les notions essentielles à connaître sur la navigation sur Internet et les navigateurs web. Qu'est-ce qu'une URL ? Chaque site web accessible sur Internet dispose généralement d'une adresse et si possible mémorisable par tout à chacun. Prenons l'exemple de l'adresse du site https://www.wikipedia.org. Différents niveaux composent une URL. HTTPS, qui est le protocole, www, le sous-domaine faisant référence au World Wide Web, Wikipédia, qui est le nom de domaine du site, .org, domaine qui est destiné aux organisations à but non commercial, mais il est ouvert à tous sans restriction. Pour visiter ce site, il est possible de saisir cette adresse directement dans la barre d'adresse de notre navigateur. Dans un navigateur, on rencontre principalement deux protocoles. HTTP, qui est un moyen non sécurisé d'accéder à des ressources, et le HTTPS, qui est la variante sécurisée de ce protocole. Il est évidemment recommandé de privilégier le plus possible le protocole HTTPS. Qu'est-ce que l'adresse IP ? Voyons maintenant ce qu'il se passe lorsque nous saisissons une adresse web. Tout d'abord, le réseau Internet ne sait discuter qu'avec des adresses IP, l'équivalent d'une adresse postale dans le monde d'Internet. Cette adresse est composée de 4 nombres, par exemple 214.54.154.110. Le premier travail du navigateur est d'obtenir la conversion du nom www.wikipedia.org, qui est à la fois compréhensible par un humain et une adresse IP compréhensible par les machines. Une fois obtenu, il s'adresse au serveur qui héberge le site web à cette adresse IP. Le serveur peut ainsi répondre en envoyant le contenu à afficher. Grâce à cette connexion avec le serveur, le navigateur télécharge du contenu et l'interprète, puis affiche alors la page en respectant des standards du web. C'est notamment à cette étape du processus de recherche que du contenu malveillant peut exploiter les failles d'un navigateur qui n'est pas à jour. En effet, si un module d'interprétation contient une vulnérabilité, le contenu malveillant téléchargé sur le site web peut provoquer le plantage de notre navigateur ou pire, débuter une intrusion sur notre ordinateur et faire des dégâts importants pour nos données. Comme nous venons de le voir, un nom de site est associé à une adresse IP sur laquelle du contenu est hébergé. Cependant, si nous faisons une erreur de frappe en tapant le nom du site souhaité, nous tomberons forcément sur un site web totalement différent. Comme taper Wikipédia au lieu de Wikipédia. Cela peut paraître anodin, mais il est important d'être vigilant lors de l'écriture d'une adresse web dans la barre d'adresse de notre navigateur. Le risque étant ici qu'une personne mal intentionnée ait pris la peine d'enregistrer un nom de domaine dont la typographie est proche d'un site officiel pour notamment tromper des personnes. Pour éviter cela, les propriétaires de sites réservent généralement plusieurs adresses similaires. Que cela soit d'un point de vue typographique, de plus, ils n'hésitent pas également à réserver le plus d'extensions possibles, .fr, .org, .com, etc. pour éviter que leurs visiteurs ne tombent sur un site malveillant.
moteur de recherche. Pour retrouver ce que l'on cherche simplement et rapidement sur Internet, nous devons utiliser un moteur de recherche. Celui-ci parcourt le web en continu pour remplir de gigantesques bases de données et nous propose une liste de sites web à partir de quelques mots saisis dans le champ de recherche. Comme pour les navigateurs, il existe une multitude de moteurs de recherche. Il est ici difficile de dire qu'un moteur de recherche est meilleur qu'un autre. Il y a en effet entre eux juste des différences de philosophie, d'algorithme et une question de goût et d'utilisation. On peut malgré tout considérer que le meilleur moteur de recherche est celui qui fournit les résultats les plus pertinents par rapport aux mots-clés. C'est-à-dire qu'il fait, dans ce cas, exactement ce que nous attendons de lui. À ce petit jeu, il faut avouer que le célèbre moteur de recherche Google est très performant. À savoir que d'autres navigateurs comme Bing, DuckDuckGo, Qwant ou encore Ecosia sont également des solutions très intéressantes à utiliser. La saisie automatique. Aujourd'hui, pour remplir une réservation d'hôtel sur Internet, votre navigateur vous propose d'enregistrer et de pré-remplir votre adresse postale, votre numéro de téléphone, etc. Bien que cela est très pratique, autoriser notre navigateur à retenir ces informations nous expose à des attaques potentielles. En effet, bien que la sécurité des navigateurs est de plus en plus poussée, cela ne suffit pas à sécuriser les données stockées. Utilisez donc les fonctionnalités de type saisie automatique avec modération. Et oubliez-la si elle vous demande d'enregistrer des données comme les informations de votre carte bancaire. Les mots de passe. Il est également fortement déconseillé d'utiliser la fonctionnalité intégrée de votre navigateur pour mémoriser vos différents mots de passe. Privilégiez ici d'utiliser plutôt votre mémoire ou encore de placer vos mots de passe dans une application de coffre-fort de mots de passe comme KeePass, comme nous l'avons vu précédemment. En effet, une fois stockés dans le navigateur de notre ordinateur, nos mots de passe sont facilement récupérables par des attaquants. Ces mots de passe pourraient alors lui donner accès à votre messagerie, à vos comptes d'achat en ligne, etc. Si vous utilisez régulièrement les fonctionnalités de saisie automatique et de récupération de mots de passe, vous pouvez évidemment les supprimer de votre navigateur en passant par les options de votre navigateur pour supprimer toutes ces informations. Qu'est-ce qu'un cookie ? Un cookie est un objet associé à un site web qui est stocké sur votre ordinateur et qui permet à ce site de stocker des informations relatives au client et de récupérer ces informations lors d'une visite ultérieure de ce client. A priori, rien de bien méchant ici, sauf qu'il arrive que certains sites revendent ou partagent ces informations à des régies publicitaires. Celles-ci sont alors capables de tracer les sites que vous visitez en lisant ces fichiers et de vous proposer des publicités ciblées lorsque vous naviguez sur d'autres sites. Par exemple, si vous avez recherché une paire de chaussures sur Internet en début de semaine, vous risquez de voir s'afficher des photos de vente de ces chaussures sur plusieurs autres sites que vous allez visiter par la suite. Si vous ne souhaitez pas être traqué, vous pouvez évidemment bloquer les cookies depuis votre navigateur web ou encore installer un bloqueur de publicité comme uBlock Origin pour éviter d'être ennuyé par ce genre de notifications. Cependant, en refusant l'utilisation des cookies, vous risquez de ne plus pouvoir utiliser pleinement certaines fonctionnalités de certains sites. Ainsi, la solution ici peut être de débloquer les sites qui vous intéressent directement grâce à l'extension uBlock qui est, il faut l'avouer, très pertinente. La navigation privée. La navigation privée est une fonctionnalité intégrée à la plupart des navigateurs. Elle permet de limiter les traces de navigation laissées sur un ordinateur lors de notre navigation. Attention cependant, elle ne préserve pas des menaces et on est encore ici loin de l'accès totalement anonyme sur le vaste réseau qu'est Internet. Information qui est d'ailleurs généralement bien précisée lors de l'utilisation d'un navigateur dans ce mode. En général, ce mode permet au minimum l'effacement des traces de navigation
comme de l'historique et des cookies, lors de la fermeture de la fenêtre du navigateur. Enfin, pour terminer avec la protection de ces données sur Internet, prenez garde lorsque vous réalisez des achats sur Internet, via votre ordinateur ou encore votre smartphone. En effet, vos coordonnées bancaires sont susceptibles d'être interceptées par des attaquants directement sur votre ordinateur ou dans les fichiers clients du site marchand. Ainsi, afin d'effectuer un paiement en ligne, il est nécessaire de procéder à des vérifications sur le site Internet. Contrôlez la présence d'un cadenas dans la barre d'adresse ou en bas à droite de la fenêtre de votre navigateur Internet, à savoir que ce cadenas n'est pas visible sur tous les navigateurs. Assurez-vous que la mention HTTPS apparaît au début de l'adresse du site Internet. Vérifiez l'exactitude de l'adresse du site Internet en prenant garde aux fautes d'orthographe, par exemple. Si possible, lors d'un achat en ligne, privilégiez la méthode impliquant l'envoi d'un code de confirmation de la commande par SMS. De manière générale, ne transmettez jamais le code confidentiel de votre carte bancaire. Vous pouvez enfin également vous rapprocher de votre banque pour connaître et utiliser les moyens de sécurisation qu'elle propose. Comme nous l'avons vu précédemment, les risques pesant sur les fichiers que nous téléchargeons et partageons sur Internet sont à l'origine de nombreuses cyberattaques. Avant de rentrer pleinement dans le vif du sujet, commençons par voir la différence entre le format et l'extension d'un fichier. Un fichier n'est véritablement qu'une suite de 0 et de 1 compréhensibles par un ordinateur. Chaque fichier a un format qui lui confère des propriétés et lui permet d'être interprété par des logiciels. L'extension est par contre le suffixe du nom du fichier. Celui-ci est renseigné par le créateur du fichier. La convention veut que l'extension d'un fichier corresponde à son format. Cela permet non seulement d'identifier rapidement le format du fichier, mais aussi de lui associer un logiciel par défaut. Le logiciel qui va être choisi automatiquement pour ouvrir ce fichier. Par exemple, actuellement, l'extension d'un fichier au format Excel, qui est un logiciel de tableur, est XLSX. Fichier qu'il est possible d'ouvrir avec le logiciel Microsoft Excel et également avec d'autres solutions comme OpenOffice par exemple. Un fichier au format portable document format dispose de l'extension PDF. C'est le format qu'il faut privilégier pour partager des documents figés comme des CV ou des lettres de motivation par exemple. Pour information, voici les formats les plus courants et qu'il est intéressant de connaître. Extension XLS, XLSX, fichier de type tableur comme Excel. Extension Doc, DocX, fichier de type traitement de texte comme Word. Extension HTML, fichier de texte type page web. Extension PNG, JPEG, fichier de type image. Extension MP4 AVI, fichier de type vidéo. Extension MP3 Wave, fichier de type audio. Extension zip, fichier de type archive qui permet d'archiver différents types de documents comme les fichiers que nous venons de voir précédemment. Quelqu'un de malveillant peut tenter d'exploiter des formats et des extensions comme celles que nous venons de voir pour double-cliquer et ouvrir innocemment un fichier. Ainsi, il pourra exécuter du code malveillant au sein de l'application configurée par défaut à l'ouverture du fichier piégé. Le risque est ici d'être contaminé et cela sans nous en rendre compte. Soyez ainsi extrêmement vigilant lorsque vous devez ouvrir des fichiers reçus par d'autres personnes, d'autant plus si ce sont des inconnus. À savoir qu'actuellement, les formats de fichiers les plus exploités par les pirates sont les fichiers de type PDF, Doc ou encore XLS. Cela notamment parce que ce sont les fichiers les plus utilisés et répandus dans le monde. En tant que solution très utilisée, ils font alors l'objet de recherches et découvertes de vulnérabilités récurrentes. De plus, ces formats de fichiers sont plus complexes et donc plus vulnérables que des fichiers de type texte brut, car ils peuvent, par exemple, contenir des codes interprétables comme du JavaScript pour les PDF,
ou encore des macros en Visual Basic pour les fichiers Office. Enfin, faites également attention aux fichiers avec des extensions .exe, qui sont également très utilisés pour pirater des ordinateurs. Pour éviter les menaces que nous venons de voir, tâchez de maintenir vos logiciels à jour et également de disposer d'une solution d'antivirus. Évitez également d'ouvrir des fichiers qui proviennent de sources non fiables, expéditeurs inconnus, email suspects, sites peu fiables, etc. Privilégiez les sources fiables lorsque vous souhaitez installer des logiciels ou des applications comme le site d'un éditeur et à des plateformes de téléchargement reconnues comme 01net ou encore FileHippo. Évitez également de télécharger des fichiers craqués qui offrent des logiciels payants gratuitement. Rappelons que cela est illégal mais que c'est également un bon moyen pour les pirates de faire installer un code malveillant sur l'ordinateur des personnes intéressées. Enfin, soyez vigilants et lisez bien les messages d'avertissement que votre ordinateur affiche à l'écran. Bien qu'échanger des emails ou encore des messages textuels comme des SMS semble de nos jours anodin, nos boîtes de réception numérique ne sont pas à l'abri de menaces de toutes sortes. Email frauduleux, virus, hameçonnage, cheval de Troie, publicité indésirable, etc. Il est ainsi nécessaire d'être vigilant au quotidien pour utiliser sa messagerie en toute sécurité. Les emails et leurs pièces jointes jouent souvent un rôle central dans la réalisation des attaques informatiques. Courriel frauduleux, pièces jointes piégées, etc. Lorsque vous recevez des emails, prenez les précautions suivantes. L'identité d'un expéditeur n'étant en rien garantie, vérifiez la cohérence entre l'expéditeur présumé et le contenu du message et vérifiez son identité. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter directement l'émetteur du mail par téléphone par exemple. N'ouvrez pas les pièces jointes provenant de destinataires inconnus ou dont le titre ou le format paraissent incohérents avec les fichiers que vous envoient habituellement vos contacts. Si des liens figurent dans un email, passez votre souris dessus avant de cliquer. L'adresse complète du site s'affichera dans la barre d'état du navigateur située en bas à gauche de la fenêtre, à condition de l'avoir préalablement activé. Vous pourrez ainsi en vérifier la cohérence. Ne répondez jamais par email à une demande d'informations personnelles ou confidentielles. Exemple, code confidentiel et numéro de votre carte bancaire. En effet, des emails circulent aux couleurs d'institutions comme les impôts pour récupérer vos données. Il s'agit d'attaques par hameçonnage ou phishing. Enfin, désactivez l'ouverture automatique des documents téléchargés et lancez une analyse antivirus avant de les ouvrir afin de vérifier qu'ils ne contiennent aucune charge virale connue. La messagerie instantanée est très pratique pour communiquer en direct avec ses contacts. Très vite adopté par les plus jeunes, beaucoup d'internautes utilisent désormais ce type de messagerie, que celui-ci soit par l'intermédiaire d'applications lourdes ou mobiles, ou à l'aide des services en ligne associés au webmail comme Gmail ou Outlook, ou encore depuis le réseau social comme l'application Messenger de Facebook, ou encore WhatsApp par exemple. En termes de fonctionnement, une messagerie instantanée est composée de clients de messagerie et de serveurs. Les serveurs stockent généralement les messages ainsi que les contacts des différents comptes de messagerie instantanée. La messagerie instantanée permet d'échanger rapidement des informations à des amis ou des collègues de travail par exemple. Cependant, il faut bien être conscient que ces communications sont généralement peu sécurisées et qu'elles peuvent être observées par un attaquant, voire le fournisseur du service lui-même. Pour lutter contre cela et rendre leur service plus sûr, certaines solutions de messagerie instantanée ont mis en place le chiffrement des communications, ce qui permet d'améliorer efficacement la confidentialité de vos communications. Ainsi, pour garantir la confidentialité de vos échanges, il est recommandé de consulter la charte de confidentialité d'un service de messagerie instantanée avant de l'utiliser. Cette charte vous permet ainsi de connaître le niveau de protection proposé.
L'utilisation d'applications avec un chiffrement de bout en bout doit être, comme vous devez vous en douter, à privilégier pour assurer la confidentialité de nos échanges. Pour éviter les problèmes avec une messagerie instantanée, je vous recommande de suivre les règles suivantes. Bloquez les messages envoyés par des personnes indésirables ou inconnues. Ne communiquez pas d'informations privées dans vos différents profils sur les réseaux sociaux ou dans vos messages. Ne cliquez pas sur des liens ou des pièces jointes non sollicitées. Privilégiez un service de messagerie assurant la confidentialité en incluant le chiffrement de vos messages. Enfin, tâchez de rester vigilant dans la transmission d'informations, quelles qu'elles soient. Vous avez peut-être déjà un compte sur une ou plusieurs plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Vous avez peut-être prévu de créer un compte sur l'une de ces plateformes à l'avenir. Auquel cas, il est important d'avoir conscience des risques inhérents à ces plateformes, notamment tout ce qui est lié à la confidentialité des données. L'utilisation des réseaux sociaux met en jeu un grand nombre d'informations personnelles sensibles. Il est ainsi important d'avoir conscience que nos données constituent un enjeu économique et socio-politique majeur pour un grand nombre d'entreprises qui souhaitent les utiliser à des fins commerciales. Il existe notamment depuis 2008 un règlement qui vise à rendre aux citoyens le contrôle de leurs données personnelles et à créer un niveau élevé et uniforme des protections des données à travers l'Union européenne adapté à l'ère numérique. Celui-ci étant connu sous le nom de RGPD, Règlement général sur la protection des données. On peut distinguer 4 types de données susceptibles d'être collectées sur les réseaux sociaux, et cela selon des modalités différentes. Les informations de profil, nom, âge, profession, études, etc. Les traces de votre activité, likes, partages, commentaires, adhésion à des groupes, etc. Votre activité silencieuse, chacun de vos mouvements est enregistré même si vous restez silencieux. La géolocalisation de votre appareil, utilisée entre autres pour générer des publicités ciblées. Vos profils sociaux sont une extension de votre identité réelle. Il est donc normal et important d'en prendre soin. Car si vous ne maîtrisez pas les paramètres, filtres et autres options de sécurité mis à votre disposition, vous vous exposez à différents risques. Premièrement, le piratage de compte, allant jusqu'à l'usurpation d'identité. Deuxièmement, le voyeurisme, en cas de visibilité d'informations purement privées, photos, vidéos, etc. Troisièmement, le partage indu d'informations sensibles à des inconnus. Et enfin, quatrième point, utilisation non souhaitée de vos données à des fins publicitaires. Enfin, pour réduire les risques sur les réseaux sociaux, voici 8 règles de bonne conduite à appliquer pour protéger ces données et se protéger ainsi soi-même sur les réseaux sociaux. Premièrement, mot de passe et double authentification. Définir un mot de passe avec une authentification forte et activer la validation en 2 étapes quand cela est possible. Deuxième point, prendre connaissance et personnaliser les paramètres de confidentialité. Tâchez de prendre connaissance des paramètres de confidentialité de la plateforme sur laquelle vous avez un compte et personnalisez les paramètres à vos besoins. Troisième point, ajoutez des amis attentivement. Soyez sûr que vous savez qui vous ajoutez. Envoyez un message privé avant d'accepter une demande d'amis et demandez à la personne quelque chose qui prouve qu'elle est bien la personne qu'elle dit. Même si vous pensez avoir reconnu le nom ou la photo, on n'est jamais trop prudent, c'est une technique de piratage commune. Quatrième point, ne partagez pas d'informations personnelles. Cela comprend les numéros d'assurance sociale, adresse, nom de jeune fille de votre mère, l'année de naissance, numéro de téléphone et coordonnées bancaires. Ceux-ci peuvent être utilisés par des voleurs d'identité. Si quelqu'un a légitimement besoin de ces informations, ils peuvent vous contacter d'une autre façon. Cinquième point, activité sur les réseaux sociaux. Rien sur Internet n'est complètement sûr. N'importe qui peut enregistrer ou faire une capture d'écran de ce que vous publiez et partagez. Alors faites attention à vos publications.
Supposons que tout ce que vous postez est permanent. Ne publiez jamais rien sur vous, votre famille, vos amis, que vous et eux ne voulez que cela soit public. Ne jamais poster quelque chose que vous pourriez regretter. Tâchez, comme dans la vraie vie, d'avoir une activité raisonnée et citoyenne sur les réseaux sociaux. 6e point, protégez son image et sa réputation. Si quelqu'un publie quelque chose sur vous que vous n'aimez pas, dites que cela vous rend mal à l'aise et demandez à retirer le contenu. Vérifiez périodiquement photo de moi pour voir si quelqu'un a posté et vérifiez votre mur pour voir si vous êtes tagué. Si quelqu'un refuse de retirer quelque chose sur vous, vous pouvez bloquer la personne et ou la signaler. 7e point, faire attention aux liens frauduleux. 7e point, faites attention aux liens frauduleux. Les pirates peuvent casser votre compte ou un virus peut se propager si vous cliquez sur des liens. Les pirates peuvent casser votre compte ou un virus peut se propager si vous cliquez sur certains liens. Si quelqu'un publie quelque chose que vous ne pensez pas qu'il ferait en temps normal ou quelque chose qui vous semble étrange, envoyez-leur un message à ce sujet et faites-leur savoir que vous pensez qu'ils ont peut-être été piratés. Enfin, 8e point, connaître les mesures à prendre. Si vous êtes victime de harcèlement, veuillez sauvegarder ou faire une capture d'écran de la communication ou de la publication offensive. Signalez-les sur le site et à toutes les personnes qui peuvent être impliquées dans votre situation, comme un avocat, un conseiller, un travailleur social, etc. Enfin, pour terminer et avant d'attaquer le quiz de ce chapitre, je vous recommande également de tester vos connaissances avec un quiz spécialement conçu par Google pour vous alerter sur les attaques par phishing. Vous trouverez notamment le lien de ce site dans la fiche de cours disponible en téléchargement. Nous voilà arrivés au terme de cette formation sur l'essentiel de la sécurité numérique. Vous connaissez maintenant toutes les notions les plus importantes à connaître pour éviter de vous faire pirater vos différents équipements électroniques ainsi que les données qui y sont associées. Maintenant que vous avez les connaissances nécessaires, n'oubliez pas d'être vigilant lors de votre utilisation avec vos équipements numériques comme votre PC, votre tablette ou votre smartphone. Pour conclure, je vous félicite pour votre persévérance lors de cette formation et je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de celle-ci. Merci encore à vous pour votre confiance et à bientôt.